Voilà, alors bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir on va parler synchronicité. Donc je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous connaissent un petit peu. Et en fait, donc, comme disait Jean-Michel, ça fait un moment que je viens ici et d'habitude j'ai tendance à parler beaucoup. Et là j'ai décidé de diviser un petit peu le projet en deux volets. Un volet où effectivement je vais m'autoriser à parler comme j'aime. Et un autre volet où ce sera plus participatif, c'est-à-dire qu'il y en a une partie d'entre vous, volontaires évidemment, qui feront une petite expérience avec nous. Une petite expérience, vraiment, j'appelais ça expérience ludique, parce que justement, je vais vous parler de tout l'arrière-plan scientifique des synchronicités. Et évidemment, dans le temps qu'on va prendre pour faire cette petite expérience, on ne pourra pas faire quelque chose qui aura un haut degré de scientificité, je ne vous le cache pas, mais ça va être quand même une petite entrée en matière qui évitera de rester uniquement dans le théorique, quoi. Voilà, donc j'espère que vous m'accompagnerez là-dedans. Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi on va parler de ça ce soir, j'aimerais juste dire un mot sur la démarche qui est la mienne. En fait, donc comme l'a dit Jean-Michel, donc je suis prof. Et une de mes passions, c'est de travailler sur les scientifiques qui s'attachent à ce que la science délaisse. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Thomas Kuhn, qui a beaucoup écrit sur la notion de paradigme, les révolutions scientifiques en fait. Et en fait, il explique que dans la démarche scientifique, alors que c'est une démarche scientifique et qu'on la voudrait pure de toute interférence, en fait, il y a des biais et des interférences liées au paradigme dans lequel on est. Et il y a un biais qui est notamment lié au fait que la science contemporaine, la science en fait, s'ancre dans le rejet du religieux. Donc la démarche, on était dans un dogme chrétien pendant des siècles et des siècles. Et en fait, vous avez des dates clés que vous connaissez tous et toutes, bien sûr. Mais 1905, séparation de l'Église et de l'État. Et vous voyez bien où on en est en 1905. Entre 1905 et 2000, il y a eu un progrès scientifique complètement exponentiel. Donc il y a cet enracinement de la science qui s'ancre, donc il y a un enracinement de la science dans le rejet de la croyance. Donc d'un côté, c'est très objectif. On arrête de penser à partir de nos croyances. Et de l'autre côté, il y a un biais qui est, à chaque fois que ça ressemble un petit peu trop à ce dans quoi on était avant, on le rejette. Le cas archétypal, c'est celui de Ignaz Philipp Semmelweis. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'était Pasteur avant Pasteur, si je simplifie, quoi. C'est un médecin viennois qui, notamment, s'occupait des jeunes accouchés. Et les jeunes accouchés de l'hôpital de Vienne mouraient dans des proportions épouvantables de ce qu'on appelait la fièvre puerpérale. Puer, c'est l'enfant, en fait, donc postpartum, on dirait maintenant. Et en fait, donc c'était au XIXe siècle, avant tous les travaux sur l'hygiène et tout ce qu'a pu prouver Pasteur sur les germes, donc en les passant au microscope, etc., les microbes, etc. Et Ignaz Philipp Semmelweis s'était rendu compte que quand il se lavait les mains entre la morgue qui était en face de la salle d'accouchement et la salle d'accouchement, il y avait moins de fièvre puerpérale et de mort de la mère. Et en fait, du coup, il avait commencé à dire lavez-vous les mains quand vous... parce qu'en général, ça se passait... J'y étais pas, personnellement, mais ça se passait de la manière suivante. Les gens étaient en train de disséquer des cadavres et paf, il y avait une femme qui avait des contractions, le travail était à fond, le bébé allait arriver. Et du coup, il se précipitait pour aller l'aider, sans se laver les mains. Donc on passait de la morgue de la mort à la vie, c'est très beau, mais c'était pour infliger la mort, c'était quand même pas très cool. Et du coup, il avait dit à tous ses acolytes, lavez-vous les mains, ça marche. Et comme on était entre ces deux paradigmes, le paradigme vraiment dogme religieux en fait, et le paradigme de l'avènement du scientifique, je vous rappelle le siècle de positivisme, qui découle lui-même de l'Europe des Lumières, toute cette construction-là, il y a eu des médecins qui l'ont fait. Le taux de mortalité des jeunes femmes, ou des jeunes accouchés en tout cas, a radicalement baissé. Et alors qu'il aurait dû être mis sur un piédestal, le gars a été décrié, parce que certains ont dit... en fait, monsieur Semmelweis fait ses ablutions
et il repart sur la purification dans les religions, voilà. Et donc il s'est fait conspuer par ses confrères parce que, comme le fait de se nettoyer rappeler aux gens qui essayaient de s'inscrire dans un paradigme scientifique, rappeler des souvenirs du paradigme religieux qui était assimilé aux croyances, on disait qu'il faisait ses ablutions et qu'il repartait sur de la croyance. Et du coup, ça a retardé quelque chose qui était déjà, en fait, l'hygiène, le résultat était là, puisqu'il a fallu que quelqu'un prenne son microscope pour dire, voilà, on a la preuve scientifique que ça marche vraiment. Mais la question, elle se pose au niveau de la recherche. Quelle recherche va-t-on encourager? Quelle recherche ne va-t-on pas encourager? Et pour moi, que ça passionne, il y a tout un pan qui est rejeté parce que ça ressemble à ce qu'on met dans le grand sac de la spiritualité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, en ce moment, il y a Corinne Sombrin qui communique beaucoup. Corinne Sombrin, vous l'avez peut-être vu, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Un monde plus grand, qui racontait son histoire. C'est une histoire considérable. C'est une femme qui a enregistré des sons pour la BBC et qui, suite à la perte de la personne dont elle était amoureuse, a accepté une mission le plus loin possible de Paris ou de Londres où elle était à cette époque. Et du coup, elle s'est retrouvée à couvrir des sons d'une cérémonie chamanique en Mongolie pour un documentaire. Et en fait, quand elle voulait juste enregistrer des sons pour son documentaire, et elle est partie en transe avec la chamane, à tel point qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à reprendre connaissance, quoi. Et ça, comme elle était comme vous et moi, c'est-à-dire dans un paradigme scientifique, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Et du coup, je la fais très, très brève, mais elle a décidé de mettre un petit peu son cas entre les mains de la science, et donc de se mettre en transe. Donc elle a développé toute une technique, et de faire observer ce qui se passait dans son cerveau scientifique. Et donc, moi, j'ai travaillé avec elle à un moment. On a fait un workshop avec mes étudiants de Sciences Po Ex, que j'ai fait. Donc, on a fait un workshop avec Corinne, et donc, ils ont appris à auto-induire la transe et à partir dans des états de transe. Et moi, j'ai fait des recherches. J'ai collecté des données sur l'impact de la pratique de la transe cognitive, puisque Corinne a appelé ça transe cognitive, sur les comportements scolaires. On est en train de faire un article là-dessus avec une praticienne du CHU de Liège. Et en fait, donc, pour l'avoir vécu, je sais bien que pour avoir lu Corinne et pour avoir fait un bout de chemin avec elle, et pour moi-même avoir porté des recherches là-dessus, le directeur de Sciences Po Ex n'est pas super ravi de l'expérience qui a été conduite dans ces locaux. Il y a vraiment un a priori qui est, si ça vient de Mongolie et d'une cérémonie chamanique, je vous rappelle qu'il y a encore des anthropologues qui postulent que c'est du théâtre, alors que ça a été infirmé par d'autres anthropologues. Ça s'est infirmé depuis longtemps maintenant, plusieurs décennies. Donc je vois encore toutes les résistances qu'il y a de la communauté scientifique à envisager que ce soit un objet d'étude. Et moi, j'ai jamais voulu dire ça existe ou ça n'existe pas. Je veux juste que la science, avec sa méthode scientifique, considère un fait, quelque chose que beaucoup de gens ressentent, et se disent, est-ce que c'est un fait reproductible ou non? Voilà. Et en fait, il y a un biais qui est, si ça ressemble un petit peu trop à de la spiritualité, on va le mettre tout de suite dans la case spiritualité, en fait, presque indigne d'être étudié par la communauté scientifique parce que rejeté a priori. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit violon dingue. Ma grosse passion, en fait, c'est de travailler sur sur les scientifiques qui travaillent sur ce que les scientifiques rejettent a priori. Donc il y a une partition dans la communauté scientifique actuellement, donc deux mondes dans la communauté scientifique. Il y a ce qu'on appelle vraiment les matérialistes, c'est-à-dire l'aboutissement de cette lignée vraiment ancrée dans les Lumières, puis dans le positivisme, et qui est arrivée jusque vraiment au rejet de tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la spiritualité. Et il y en a d'autres, parce que là, on est arrivé tard dans cette évolution. Je veux dire, je vous avais donné la date 1905, séparation de l'Église et l'État. Ça fait quand même 115 ans. Donc, ça fait un moment qu'on a suffisamment de recul pour voir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, il y a récemment des scientifiques, je crois que le manifeste date de 2011, qui ont publié, sous l'égide de Mario de Beauregard, un manifeste de la science post-matérialiste. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc, c'est des scientifiques, des membres de la communauté scientifique, que ce soit des médecins, des physiciens,
des mathématiciens, etc., qui ont signé une tribune, donc un manifeste en fait, pour dire maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de la science, comme on a toujours dit qu'elle se pratiquait, c'est-à-dire prendre justement ce dont on doute et le passer au crible de la méthode scientifique. Et on refuse qu'il y ait un biais matérialiste qui rejette a priori certains objets d'étude comme non valables en soi. Voilà. Et donc ça, c'est le manifeste pour une science post-matérialiste. Donc ce serait l'idée que le matérialisme est devenu dogmatique, enfin c'est cristallisé chez certains sous la forme d'un dogme, qui crée des biais et qui empêche aux scientifiques de n'avoir aucun a priori sur ce qu'ils vont tester pour pouvoir conduire une étude efficace de ces supports. Alors, dans cette communauté scientifique, les scientifiques peuvent être post-matérialistes sans le savoir, hein, c'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, il y en a beaucoup qui ne se revendiquent, qui ne savent peut-être même pas que ça existe, le manifeste post-matérialiste de Mario de Beauregard et compagnie, mais qui pourtant s'intéressent depuis toujours au phénomène, je ne sais pas comment on peut dire, comment on appelle ça, les expériences extraordinaires. Enfin, il y a plein d'appellatifs qui sont toujours un petit peu caricaturaux, quoi. Mais voilà, aux expériences un petit peu encore considérées comme étranges. Et il y en a toujours eu. Je ne sais pas si je dois rappeler que Pierre et Marie Curie faisaient partie de l'Institute for Parapsychological Research, qui était anglais. Il y avait Henri Bergson qui y était aussi, donc des grands noms de la philosophie. Pierre et Marie Curie, ça marche encore mieux parce que c'est vraiment dans les sciences dures. Et ces gens-là prenaient les gens qui disaient « je sais faire tourner une table, je sais voir à distance, etc. » Et ils faisaient des expérimentations scientifiques. Et ils sont tous partis avec des a priori selon lesquels ça n'existait pas. Et le résultat, c'était toujours qu'ils n'arrivaient pas à prouver que ça n'existait pas. Voilà. Donc il y a des écrits... je ne pourrais plus vous citer de mémoire, mais il y a une thèse sur l'histoire de la parapsychologie, ce qu'on appelle la parapsychologie. Et c'est toutes ces références, cette référence-là vient de là. Donc ça existe encore. Il y a l'IMI à l'heure actuelle qui est dirigé par Renaud Évrard. Renaud Évrard, je le connais bien, on a co-dirigé un mémoire à Sciences Po Ex. Et c'est un prof du département de psychologie, donc rayon parapsychologie, de l'université de Metz ou de Nancy, je ne sais plus exactement, mais c'est un collègue, quoi. C'est un universitaire, il a fait sa thèse, etc. Et il dirige l'IMI, donc Institut Métapsychique International. Voilà. Donc tout ça existe, et pourtant, moi je vois dans mon environnement, quand j'en parle à mes étudiants, ils tombent des nues, quoi. Ils sont là, quoi ? Il y a vraiment un domaine dans lequel on étudie ces choses-là, mais je croyais que ça n'existait pas et tout. Voilà, et c'est encore plus tangible dans les familles ou aux réunions de famille. Quand je parle de ça, je suis toujours, la fille perchée, etc. Et c'est pas parce que j'ai une agrégation, un doctorat, etc., que je suis arrivée à leur faire avaler que ces choses-là méritent d'être étudiées, quoi. C'est ce qu'on appelle les sciences occultes, non ? Justement, occulte, il y a tout ce côté caché qui se fait dans l'ombre, voire sorcellerie ou des trucs comme ça. Donc c'est tout de suite connoté négativement. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'appellatifs à l'œuvre. Parce que du coup, parapsychologie, mais ça reste trop dans psychologie. Et du coup, d'autres ont dit expérience extraordinaire pour dire ce que la science n'a pas encore exploré. Voilà, il y en a qui disent science parallèle. Enfin, il y a un millier de référentiels, mais effectivement, ça va recouper. C'est l'appellatif qui change selon qu'il soit dénigrant ou bienveillant. Voilà, ça va être lié aux connotations plus qu'aux dénotations. Voilà, donc ça c'est ma petite passion dans la vie, ma grosse passion dans la vie, c'est de m'intéresser à ces chercheurs-là. Et donc dans la série, donc, je vous ai parlé de Corinne Sondra. Alors Corinne Sondra n'est pas une scientifique, mais elle travaille avec Transscience, qu'elle a cofondée avec pour le coup Francis Tolel, qui travaille en physique et en chimie. Ils travaillent ensemble avec le CHU de Liège à Transscience, donc il y a toute cette inscription dans une démarche scientifique. Je ne sais pas si vous connaissez Sylvie Détiolaz, qui est une biologiste, qui a travaillé sur le cas, ce qu'elle a appelé avec une personne qui s'appelle Nicolas Fraisse. Le livre, c'est les choix éditoriaux, mais ça s'appelle Voyage aux confins de la conscience. Donc c'est toujours pareil, ces expériences-là, ils n'arrivent pas à les classer vraiment dans le rayon scientifique avec des titres sérieux, donc ils les vendent toujours aux doux rêveurs et aux douces rêveuses, avec des titres un petit peu... on va vous parler des choses extraordinaires, voilà. Quoi qu'il en soit, Nicolas Fraisse, c'est ce qu'on appelle un expérienceur, c'est-à-dire une personne qui vit des expériences dites extraordinaires, hors du commun. Et notamment, lui, il fait
OBE, ce qu'on appelle OBE, c'est Out of Body Experience, donc des sorties de corps en fait, on dit en français. Et en fait, c'est le sujet que Sylvie Détiolaz et son collègue ont choisi, parce qu'ils ont adapté le protocole scientifique aux sorties de corps, pour essayer de prouver scientifiquement l'existence des sorties de corps. Le gars disait avec toute la bonne foi qui est la sienne, je l'ai vu, il rapportait des preuves, l'expérience qu'il fait au quotidien, il disait moi je vis avec ça, et notamment avant d'aller à la boulangerie, j'y vais en esprit, je regarde s'il y a du pain, et s'il n'y en a pas, j'y vais pas, quoi. Et ça, il le vit quotidiennement, mais évidemment, la communauté scientifique, elle fait non, ça, c'est pas pour nous, quoi. Voilà. Et donc Sylvie Détiolaz le savait, le croyait, le voyait faire, avait déjà les preuves tangibles que ça existait, mais maintenant, il fallait convaincre la communauté scientifique. Et donc, elle l'a fait en double aveugle, c'est-à-dire il y avait un ordinateur qui bombardait des images en aléatoire, et Nicolas Fraisse était enfermé dans une pièce, et il devait dire à quelle heure, quelle image était passée, sans connaître ni les images, ni rien du tout. Et l'ordinateur lui-même ne savait pas ce qu'il allait bombarder comme image, et c'est juste parce qu'il y avait une caméra ou un enregistreur, enfin bref. Et ils sont arrivés à le prouver, et après, ils ont eu un manque de ressources financières, et du coup, ils n'ont pas pu pousser plus loin. C'est pour ça que ça a été publié dans une collection un petit peu moins, on va dire, de public scientifico-médical que d'autres œuvres. Voilà, et en fait, donc ça je vous ai parlé de Corinne Sombrin, de Sylvie Détiolaz, et en fait, ce soir, on va parler de synchronicité et donc de Philippe Guillemant. Mais donc, toute cette approche des synchronicités procède de cette démarche qui est la mienne. Philippe Guillemant est un scientifique post-matérialiste qui a pris en charge l'explication, enfin la volonté d'expérimenter scientifiquement, ou en tout cas le plus scientifiquement possible, ce qu'est une synchronicité. Et donc, c'est de ça dont il est question ce soir. Voilà. Si ce soir aussi, je vous fais une partie théorique et une partie pratique, c'est que les synchronicités, je vais vous expliquer évidemment en long, en large, en travers dont il est question, mais rapidement. Si on fait un processus en 2 étapes ce soir, c'est parce que, en fait, les synchronicités, la particularité, c'est que quand on explique en théorie comment ça fonctionne, on est obligé d'expliquer que si on essaie de les faire advenir en y réfléchissant, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, du coup, c'est finalement les plus grands théoriciens qui devraient être les moins bons praticiens. Parce qu'une fois que vous avez fait fonctionner à fond votre intellect, comme c'est souvent le cas chez moi, c'est très difficile de revenir dans le corps et de se dire qu'est-ce qui distingue un signe où c'est moi qui ai interprété, un genre, oh là là, j'ai vu ça écrit sur le mur, c'est bien le signe que cette conférence à l'auberge, je dois vraiment la faire, une synchronicité, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui arrive, qui me fait une émotion si vive que dans ma tête, sans comprendre pourquoi, je me dis, il faut que tu fasses cette conférence à l'auberge du Mont-Salvat. Voilà. Du coup, c'était le moment publicitaire. Voilà. Donc, comment distinguer ça quand on a un intellect très fort? Et vous savez que la subversion de l'intellect, c'est la signification, la définition que je lui donne, c'est ce qu'on appelle le mental en développement personnel. C'est c'est l'intellect, moi j'adore ça, mais quand il devient hégémonique et qu'il se met en place sans même qu'on s'en rende compte, ça devient un hégémon, quoi, ça devient un tyran. Et donc c'est là qu'on se va l'appeler le mental. Voilà. Mais en vrai, c'est quelque chose de très apaisé quand c'est l'intellect. Voilà, donc il y a ce paradoxe qui est comment expérimenter les synchronicités alors que ceux qui en parlent le plus sont ceux qui sont le plus câblés intellectuels, voire mental. Donc c'est tout un bousin. Et du coup, ça m'interpelle de vous faire la dimension théorique et après de vous jeter dans le bain pratique, voir ce que ça donne. Et évidemment, comme je vous aurais fait fonctionner les neurones, est-ce qu'on va arriver à se câbler différemment ? C'est vous qui allez en témoigner, ou pas, ou me témoigner du contraire. Voilà, alors, donc je vous disais, je vais vous expliquer, on va reprendre ce qu'est une synchronicité. L'enjeu principal étant, en fait, on a tous dit à un moment donné, ou pensé à un moment donné, même en ayant honte, oh, c'est un signe. Quelque chose où on se demande si on doit faire quelque chose ou pas, et il se passe quelque chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick, et on se dit, il faut absolument que je le fasse. Donc on l'a tous vécu, en osant le dire ou pas, on l'a tous plus ou moins fait. La question, c'est à quel moment, où est la différence entre quelque chose qui est vrai, c'est un phénomène qu'on constate, dont l'issue est heureuse. Il y avait le signe qui me disait « va voir un tel », et je suis allée voir un tel, et il m'a donné 100 000 €, c'est
pas ma vraie histoire. Voilà. Et où il y a un truc qui vous disait va voir un tel, et puis en fait un tel il a déménagé, voilà, tant pis. Voilà. Et du coup vous dites bon, je vais peut-être un petit peu surinterpréter le signe. Voilà. Donc ça va être ça l'enjeu. Et c'est tout l'enjeu en fait de l'approche scientifique, c'est de nous permettre de différencier l'interprétation du mental de quelque chose qu'on comprendrait, et donc on pourrait dire ah ça en est, ça en est pas. Voilà, c'est le rêve un petit peu de pouvoir être guidé dans nos vies par quelque chose qui est censé nous dépasser, tout en se disant qu'on peut distinguer quand c'est probant et quand ça l'est pas. C'est ça la clé en fait. Sinon tous les signes on les suivrait et on serait très content, alors qu'on s'est bien rendu compte aussi qu'il y a des fois où on suivait des signes et ça donnait rien. Donc je vous donne un exemple, voilà, j'ai un exemple. Ça va être, vous êtes, je sais pas, vous avez besoin de conseils juridiques. Je sais pas, il y a un problème dans votre maison, il y a un mur qui traverse le terrain du voisin et le vôtre, à qui appartient quoi. Vous avez besoin de conseils juridiques. Oh. Et là, vous passez dans une rue et vous ne savez pas pourquoi. Finalement, vous prenez l'autre rue, alors que votre itinéraire normal c'est tout droit. Vous ne savez pas pourquoi. Et vous vous arrêtez pour sortir un truc de votre poche, et là vous voyez en gros une plaque de je sais pas trop quoi, un médecin ou le nom de la rue. Et le nom vous dit ah mon Dieu, c'est le même nom que mon copain d'enfance que j'ai pas vu depuis 15 ans. Je vais l'appeler. Et là le copain d'enfance vous dit ah mais tu sais pas quoi, j'ai changé de boulot, maintenant je suis conseiller juridique spécialisé dans les questions, alors j'aurais pas dû prendre cet exemple parce que j'y connais rien du tout, sur le cadastre. Voilà. Génial, ça tombe bien parce que je suis dans une histoire pas possible avec mon voisin, je vais t'aider. Voilà. Et là, ça vous semble une aide tombée du ciel, que vous êtes arrivé à quelqu'un qui peut vous aider par quelque chose qui ne répond pas aux lois de la physique traditionnelle et aux lois de la logique conventionnelle. Alors pourquoi ? En même temps, vous pouvez prendre le même cas, vous vous baladez dans la rue, vous voyez la plaque, vous vous dites je vais appeler mon copain d'il y a 15 ans, et puis on vous dit qu'il a déménagé, et puis vous dites peut-être qu'il était quand même juriste, je vais le tracer, et vous apprenez qu'il a changé de vie et qu'il est saltimbanque. Bon, ça arrive aussi. Alors comment distinguer l'un de l'autre ? Et c'est ça qu'on va regarder, et du coup c'est pour ça qu'on va passer par Carl Jung, qui a été le premier en fait à observer minutieusement le phénomène et à le mettre entre les mains d'un physicien. Et on va ensuite parler de Philippe Guillemont, qui est vraiment dans la physique contemporaine, et qui, depuis les années 2010, travaille sur vraiment les synchronicités. Qu'est-ce qui pourrait les expliquer ? Donc la question de ce qui pourrait les expliquer. Et je vous spoil, il postule l'existence de 6 dimensions supplémentaires. Voilà. Donc nous, on est déjà à être là où la 4e dimension, c'est foufou, et lui, il en a 6 de plus, d'accord ? Donc on est vraiment là, et on est dans des modèles physiques, c'est-à-dire que là, mon spoiler, il concerne un article qui a été publié dans les Annals of Physics, qui est une revue scientifique à comité de lecture. C'est pas, je ne sais pas si vous connaissez l'INRES ou d'autres journaux qui d'ailleurs, Inexploré, d'autres domaines qui sont très chouettes. J'ai fait des conférences, Vertical Projet, tout ça. Mais il n'y a pas la caution scientifique que peut avoir une revue scientifique. Et là, il est arrivé à proposer son postulat et à le faire publier dans cette revue, ce qui est quand même la preuve qu'il y a suffisamment de pistes, suffisamment acceptables par la communauté scientifique rétive à ces questions, pour qu'un comité scientifique ne le rejette pas a priori, le lise et cautionne sa publication. Donc voilà pourquoi on va parler de tout ça. Donc, je commence par vous donner une clé qui est justement dans le corporel. Et c'est ça dont on va faire l'expérience tout à l'heure, assis, peinard, tranquille. Mais l'idée de la synchronicité, contrairement aux signes interprétés intellectuellement, qui finalement n'en est pas un, c'est la réaction physiologique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en fait, vous avez de bonnes chances que ce soit une synchronicité. Si vous êtes pris par surprise par quelque chose, vous n'êtes pas là à chercher des signes à la Sherlock Holmes avec une loupe et tout. Vous êtes dans la rue, vous prenez une décision arbitraire qui vous semble aberrante, vous faites quelque chose, genre vous faites tomber un truc, et en vous relevant, paf, vous tombez sur quelque chose qui vous rappelle un truc, et c'est évident que vous devez le faire. Voilà. Et du coup, il y a une vraie réaction corporelle, plus qu'émotionnelle, c'est corporel. C'est voilà. Donc, et où ça peut être rire tellement c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup de
d'ironie dans ces signes en général. Voilà, les messages sont assez drôles. Ça arrive souvent sur des tags dans la rue, ou les noms de rue, ou les enseignes publicitaires aussi. Un exemple de synchronicité, c'était... donc j'étais dans une relation affective avec quelqu'un que j'appelais le crocodile, c'était son surnom. Et je vais le rejoindre, il habitait dans un autre pays, je vais le rejoindre en avion. Et c'était à l'époque j'imagine que ça existe toujours, mais de la lutte contre les contrefaçons de Lacoste. Et il y avait écrit partout autour de moi « Beware fake crocodiles ». Attention aux faux crocodiles. Voilà. Bon, et j'étais pas du tout là-dedans. C'était il y a 14 ans, les synchronicités, je ne savais pas ce que c'était, etc. Et pourtant, donc j'ai rencontré cette personne, j'ai trouvé une réalité très différente de celle à laquelle je m'attendais. Et là, paf, je fais « Oh purée !» Je vais dire un mot. « Oh purée !» Et ça m'est revenu, mais vraiment, donc là c'était une rétro-synchronicité, donc une synchronicité rétrospective, parce que je n'ai pas percuté sur le moment. Mais j'ai percuté inconsciemment sur le moment, puisque je m'en suis rappelée. Et quand j'ai été face au résultat, bon, on peut dire que c'est une prophétie autoréalisatrice, on peut dire plein de choses, hein, il y a plein de biais dans ce que je dis, hein, le degré de scientificité est moindre, mais ça m'est revenu vraiment, et là j'ai senti vraiment le tressaillement très fort qui, en général, ne trompe pas, sauf si on le feint. Ah. Voilà, mais il faudrait être un petit peu bipolaire, quoi. Voilà, donc, genre vouloir tellement la synchronicité qu'on fait « Oh, ça m'a bouleversé !» C'est un peu bizarre. Bon, voilà, donc il y a cette idée de réponse corporelle. Voilà, alors, et du coup, je vais vous donner l'exemple historique des synchronicités en parlant de Carl Jung. Donc, je vous rappelle que Carl Jung, c'est ce disciple de Freud qui s'est émancipé de lui en appliquant la propre thèse du meurtre du père que Freud avait souligné. Et donc, il s'est émancipé de Freud. Et donc, c'était un très grand psychanalyste du XXe siècle, Carl Jung, et Freud aussi, hein, mais Carl Jung était un peu plus jeune. Et il raconte dans Synchronicité et Paracelsica, je crois, en 52, donc c'est le récit, hein, je ne sais pas de quand date le fait qu'il raconte, mais c'est publié en 1952. Il raconte une histoire qui est restée sous le nom, que j'aime bien, ça fait très conte, de Scarabée d'or. Le Scarabée d'or. Ouais, j'adore. Le Scarabée d'or, j'adore. Et donc, j'aurais pu éviter ça, mais tant pis, c'est fait. Voilà, donc Jung raconte alors je vais vous la faire à ma manière, hein, Jung c'est beaucoup moins rigolo, mais c'est la même histoire. Donc, une patiente de Jung vient consulter Jung, comme le font souvent les patients, et elle lui fait part de ses doutes sur le bien fondé de la thérapie qu'elle mène avec lui. Bon, et lui, c'est Jung, et donc il fait son Jung, il fait ok, c'est noté, vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à votre analyse. Racontez-moi votre rêve, vos rêves. Est-ce que vous avez rêvé cette nuit ? Elle fait oui, j'ai rêvé, ok, je m'allonge sur le canapé et je te raconte. Donc elle vous voit évidemment. Mais... Bon, et elle raconte, et elle dit, oh là là, cette nuit j'ai rêvé qu'un scarabée d'or venait dans ma main, etc. Et pendant ce temps-là, Carl Jung entend gratte-gratte à la fenêtre, et en automatique, il ouvre la fenêtre, il sent un gratouillement, il l'attrape et il regarde dans sa main. Et que voit-il ? Un scarabée d'or. Alors, c'est l'Égypte, les Égyptiens qui appelaient les scarabées, vous savez, irisés comme ça, on les appelait les scarabées d'or, ils ne sont pas en or, hein, en vrai, c'est un petit peu poétisé, on va dire, hein, par rapport à la réalité scientifique de cet animal, mais en tout cas, il se retrouve avec ça dans la main, et il le met dans la main de sa patiente. Moi, j'aurais fait « Ah !» Mais bon, et elle fait « Oh, mon Dieu, c'est mon scarabée !» Et il fait « C'est un scarabée comme celui-là ?» Elle fait « Oh, c'est le scarabée de mon rêve !» Je continue mon analyse. Et c'est là, en fait, la clé du truc, c'est qu'il y a un lien entre le rêve et le scarabée. Déjà, c'est assez invraisemblable, ça suffit pour avoir une réaction émotionnelle, mais ce qui est super intéressant là-dedans, et qui fait qu'on a tous les aspects de la synchronicité, c'est qu'il n'y a pas de logique, sauf l'univers symbolique de la patiente, pour corréler l'émergence de la figure du rêve dans la réalité et la prise de décision qui est « je continue ma thérapie ». Ça, c'est vraiment subjectif. Si vous voulez, une interprétation intellectuelle du signe est beaucoup moins incompréhensible que ça. Je veux dire, vous voyez un pigeon mort, si vous vous dites « je le savais, il faut que j'achète ma maison », on est beaucoup plus dans votre univers symbolique
que si on dit « Ah là là, c'est bien que j'ai raison de m'inquiéter pour un tel, parce que peut-être qu'il va mourir, parce qu'il s'appelle, je sais pas, Piaf, alors du coup, si un oiseau est mort et que mon ami mourant s'appelle Piaf, c'est mauvais signe !» Voilà, ça c'est intellectuel. Alors que voir un pigeon mort et faire « Oh mon Dieu, cette maison, c'est la mienne !» Là, on est peut-être plus certainement dans une synchronicité, parce que c'est votre engrammage symbolique. Ça n'a pas de sens que pour vous. Donc, est-ce que la première fois que vos parents se sont installés dans la maison que vous avez connue toute votre enfance, ils ont trouvé sur le pas de la porte un pigeon mort amené par un chat qui leur disait la bienvenue, va savoir. Mais c'est votre univers mental, enfin intérieur en tout cas, symbolique, complètement compréhensible uniquement par vous, quoi. Donc c'est la subjectivité de la chose qui rend la synchronicité probante, et c'est ce que raconte Jung. Dans l'exemple de Jung, on a le mouvement automatique. C'est pas Jung qui dit comment je peux lui faire continuer sa thérapie, j'ai besoin d'argent, vite un scarabée. Non, il entend un truc gratouiller, il fait un mouvement automatique qu'il ne comprend pas, et il regarde, il est lui-même très surpris, et il le montre à sa patiente qui non seulement est surprise, réaction émotionnelle, mais prend une décision derrière, je continue ma thérapie. Voilà. Et ça, c'est les données qui font qu'une synchronicité a beaucoup plus de chances d'être une synchronicité qu'un signe. Et dans Synchronicité et Paracelsica, Jung dit, voilà, là je vous raconte cet exemple, mais ça fait des années que ça m'interpelle, parce que j'en vois passer énormément, et je me suis mis à les noter, et donc il a commencé à référencer tout ça, et il se met à penser que autant il pouvait, il y a quelques années, douter du fait que ce soit une interprétation spéculative, autant là, il commençait à considérer que c'était un fait avéré, qu'il y avait des éléments qui surgissaient dans le réel sans qu'on puisse expliquer à quelle logique ils répondent, et qui intègrent notre univers symbolique pour nous pousser à prendre une décision. Et du coup, au lieu de se dire « la science ne l'explique pas, donc ça n'est pas scientifique », il s'est mis à dire « et si c'était la clé pour élargir le champ de la science ?» Ça, c'est énorme comme démarche. Et par conséquent, il est rentré... tout ça s'inscrit dans une correspondance qu'il a eue avec Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli est un physicien. Et du coup, ils ont échangé toute une correspondance à ce sujet en se disant comment on pourrait penser une physique qui explique l'émergence dans le monde de phénomènes qui ne répondent pas aux lois actuelles de la physique. Et en fait, donc, ils ont élaboré toute une théorie qui n'est pas validée par la communauté scientifique, donc je ne fais que la mentionner. Ils ont imaginé qu'en gros, il y aurait une trame sous le monde qu'ils ont appelée, eux, Lunus Mundus, ou Lunus Mundus, selon comment vous prononcez le latin. Je suis sûre qu'il y aura des grands débats là-dessus. Ça occupe des colloques entiers, ce genre de débat. Mais passons. Et donc, ils ont postulé ce monde derrière le monde dans lequel tout est connecté. Vous savez que c'est une des grandes questions à l'heure actuelle, jusqu'à quel point on est connecté à la plante, qui est connecté à tout ça. Bon, c'est très en vogue à l'heure actuelle, mais ça ne l'était pas du tout en 1950 et des patates. Et il y a vraiment cette démarche d'aller rechercher dans ce sens, avec la formulation de cette hypothèse. Tout serait connecté, mais il n'y a pas de preuve scientifique. Et donc là, je passe à Philippe Guillemont, parce que... lui reprend ça dans les années 2010, dans ses ouvrages dans les années 2010, et il inscrit ça dans toute la réflexion de la communauté scientifique sur la physique du temps. La physique du temps, il y a quelqu'un qui en parle extrêmement bien, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Étienne Klein, qui est à la fois un grand scientifique et un grand vulgarisateur de sciences, parce qu'il est aussi, on va dire, philosophe des sciences, et donc il fait des conférences extrêmement éclairantes sur pas mal de questions. Et il en a fait plein sur le temps, est-ce que le temps existe, pourquoi le temps n'existe pas, enfin, c'est formulé à chaque fois, mais ça veut dire la même chose, le temps existe-t-il vraiment, enfin voilà. Et en fait, il expose la physique du temps, et en gros, il commence souvent ses conférences par... la phrase qu'il emprunte au poète, enfin celui qu'on connaît pour ses poésies, Paul Valéry, qui disait que dans le domaine duquel Paul Valéry parlait, il fallait procéder à un nettoyage de la situation verbale. Et Étienne Klein utilise tout le temps cette expression pour dire quand on parle de temps, il faut procéder à un nettoyage de la situation verbale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce que nous, pauvres petits êtres humains, petits scarabées d'or, nous appelons temps, on croit que les physiciens, quand ils renvoient au temps dans leurs équations, c'est la même chose. Et en fait, il y a une confusion sémantique qui fait qu'en fait, le temps en physique n'est pas du tout l'expérience vécue
du temps humain. Et donc il distingue ce qu'il appelle la flèche du temps, c'est-à-dire que l'expérience que nous vivons au jour le jour, du fait que nous allions de notre naissance à notre mort, jusqu'à ce que les transhumanistes fassent quelque chose, s'ils font quelque chose, est-ce que c'est bien, encore vaste débat. En tout cas, en l'état actuel de la situation, on va de notre naissance à notre mort petit à petit. Ça, c'est la flèche du temps. C'est représenté sur les schémas chronologiques, flèche. Et il dit, c'est pas du tout la même chose que le temps en physique, qui est noté T dans les équations. Et donc, il faut rapidement que je passe un petit peu par la physique du temps à travers la notion d'univers-bloc. La notion d'univers-bloc, si je le dis très simplement, donc vous imaginez bien que avec cette conférence, plus l'expérience, il y a des choses que je vais un petit peu présenter rapidement. Donc s'il y a de grands scientifiques dans la salle, je m'en excuse, mais voilà, c'est vraiment lié aux finalités de cette expérience ludique. Cette notion d'univers-bloc, c'est vraiment l'idée de la représentation du temps quand il n'est pas accaparé par les projections humaines. Et l'idée d'univers-bloc, c'est que le présent, le passé et le futur existent de manière simultanée. Alors que l'expérience humaine, c'est que notre conscience parcourt un espèce de... Comme si on mettait des points sur... Imaginez, vous mettez ce que Philippe Guillemont appelle des lignes temporelles, qui vont de votre naissance à votre mort. Et vous les faites toutes partir de votre naissance, et vous mettez à chaque événement plusieurs voies temporelles possibles. Ça rejoint l'idée du multivers. Ça pourrait postuler que le multivers serait une métaphore de ce que je suis en train de vous expliquer. Enfin, je vais essayer de ne pas trop m'écarter du sujet. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois qu'il y aurait une prise de décision, vous savez peut-être, il y a toute la question de la physique quantique derrière, etc. Ou si il y a des films là-dessus. À chaque fois que je prends une décision, il y aurait des moi potentiels qui prendraient toutes les autres décisions possibles. D'accord ? Et imaginez chaque décision de votre vie ou chaque chose que vous avez faite avec tout plein d'autres vous qui prennent d'autres décisions. Et ça fait toutes les lignes temporelles possibles. Et vous, dedans, celle que vous réalisez, c'est en fait un espèce de... Comme ma fille, elle a des trucs où on peut relier les points pour tracer une figure. Pour tracer la figure de votre vie, c'est-à-dire de l'écoulement du temps tel que votre conscience l'aura vécu, c'est comme si dans ce vaste schéma où tout est présent, passé, futur coexistent, vous mettiez des points qui créent une chronologie et ça dessine le dessin de votre vie, à chaque chose que vous faites, en gros. Voilà, bon, c'est une explication très imagée de l'univers bloc. Et en fait, ça pose une question clé, qui est, mais si tout est déployé, pourquoi le monde n'est-il pas déterministe ? Est-ce que nous sommes dans un déterminisme total ? Dans genre, quand je nais, je suis une voie, et comme c'est déjà déployé, c'est déjà prévu. Et en fait, je vous ai expliqué que non, parce qu'il y a plein de voies possibles, et vous actualisez votre vécu réel par le fait de mettre un point quelque part. Une prise de décision, c'est en fait vous la faire sortir de l'état quantique, vous savez, cet état superposé, où il y a plusieurs possibilités simultanées. Quand vous prenez une décision, hop, vous avez inscrit dans la réalité en dur le point des fentes de Jung, le Jung avec un Y, le scientifique, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, pareil, c'est pas le plus important. Mais en gros, vous inscrivez dans la réalité quelque chose qui du coup sera unique. Vous ne pouvez plus faire 3 choses différentes, puisque vous avez un corps, vous êtes sur Terre, enfin voilà. Et donc du coup, si vous prenez une décision et que vous l'inscrivez dans la réalité, vous figez le chemin en quelque sorte. Et votre vie, quand elle sera terminée, ce sera l'ensemble des moments figés, sortis, on va dire par métaphore, de l'état quantique superposé, c'est-à-dire de tous les possibles qu'il y avait à ce moment-là. Voilà. Et donc en fait, il n'y aurait pas de déterminisme, parce que oui, tous nos futurs seraient déployés, mais on aurait encore à choisir où on place le point de chaque décision. Et ce qui est intéressant, c'est que Philippe Guillemont, lui, postule que, en fait, on a une voie spontanée, qu'on pourrait dire robotique, quoi, qui est par exemple tous les déterminismes que vous inscrivez dans votre vie. Par exemple, on peut dire, voilà, moi, ma maman était professeure de lettres classiques en prépa, du coup, j'avais un appétit pour la littérature, du coup, j'ai passé une agrègue de lettres, enfin, on pourrait dire tout ça, déterminisme. Et en même temps, il y a eu des fois où je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie ? Ok ? Et du coup, j'ai pris des décisions différentes que celles de ma mère. Alors, j'étais une faux folle, j'ai fait lettres modernes au lieu de lettres classiques. Un truc de fou. Donc, je suis vraiment sortie des sentiers battus. En tout cas, il y a cette question de, quand vous conscientisez, vous voyez bien que c'est différent de faire un choix conscient que de faire un choix sans conscience, en fait. Pour citer un exemple personnel, il y a eu un moment de ma vie où j'ai senti
que le robot qui était en moi allait faire un deuxième enfant. J'avais 35 ans, c'était une année où 4 collègues autour de moi ont eu des enfants au boulot, on n'arrêtait pas de cracher 50 balles pour le nouveau enfant de la collègue, voilà. Bon. Et du coup, ça me travaillait vraiment. J'avais déjà une fille, j'avais une situation maritale stable, mes parents avaient eu 2 enfants, enfin, c'était fléché, et je ressentais vraiment qu'il n'y avait plus qu'à, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai paniqué, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et j'ai consulté plein de gens parce que j'étais vraiment dans le flou. Et en conscience, j'ai pris la décision de ne pas faire de deuxième enfant. Mais j'ai vraiment senti la pression du robot, que si je n'avais pas mis de la conscience dessus, Noélie aurait un frère ou une sœur, quoi. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très déterministe dans nos choix. Et en même temps, un libre arbitre, que, en faisant beaucoup de développement personnel, en gros, pour moi, c'est très, très lié à la conscientisation de ce qu'on est en train de faire, pour faire un choix conscient, en fait. Et en fait, quand on sort de cette voie toute tracée, donc il y aurait une voie, une ligne temporelle qui irait de notre naissance à notre mort et qui serait quasi déterministe. C'est-à-dire qu'en gros, elle serait déjà en rouge si les autres sont en bleu clair, quoi. Et c'est pour ça que ça nous demande tant d'efforts. Philippe Guillemont prend la métaphore très juste du GPS. Vous savez, quand vous avez rentré une destination et que vous dites « Ah non, finalement, je vais aller acheter du pain ». Et que du coup, vous sortez la sortie d'avant. Votre GPS, il devient fou. Il commence tranquille, il dit « Vas-y, non, tu sors. Non, tu vas au bout, tu fais demi-tour. Fais demi-tour !» Enfin, le mien, il m'arrache les cheveux, il m'éjecte de la voiture. Enfin, il est horrible. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une espèce de recablage permanent. Vous avez pris une décision et pourtant, la vie vous ramène toujours « Est-ce que vous êtes censé faire Voilà. Donc, il y a cette idée de ligne temporelle qui est vraiment extrêmement dense. Et Philippe Guillemont postule qu'on a d'autres lignes temporelles sur lesquelles on pourrait commuter. Alors évidemment, tout ça, c'est des figurations hyper simplistes, puisque moi, je vous ai dit que c'était des points qu'on plaçait à chaque décision qu'on prenait. Mais l'idée de commuter de lignes temporelles, en gros, c'est sortir de la voie robotique. Mais pour aller où ? Et c'est pour ça, en fait, que les théories de Philippe Guillemont sont à la fois considérées par la communauté scientifique quand il part vraiment de la question des dimensions, mais quand il part des synchronicités, c'est beaucoup plus compliqué à entendre pour la communauté scientifique parce que derrière, évidemment, il y a des présupposés. C'est-à-dire que s'il y a la voie du robot, pourquoi on changerait ? Et on voit bien qu'il y a une vie qui nous attend, celle où on fait des choix conscients, qui nous correspondent. Mais ça veut dire quoi, nous correspondre ? Qu'on vit avec quelque chose à réaliser sur Terre et une boussole intérieure pour nous indiquer comment y aller ? Il y a plein de gens autour de moi, enfin à l'IEP, je dis ça, on me dit c'est bien madame, allez, on va faire une petite pause. Voilà, on ne peut pas dire ça comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que présenter les synchronicités, il y a tout l'arrière-plan scientifique, l'univers bloc, machin, etc. Tout ce que je vous ai dit en premier lieu qui était à peu près audible. Mais après, si on s'interroge sur pourquoi commuter, alors là, il y a un problème. Pourquoi il y aurait une ligne densifiée, les autres pas, et sur quelle ligne autre basculer ? Et évidemment, votre ligne égotique pourrait vous faire dire moi, je veux basculer sur la ligne où on meurt tard, en bonne santé, dans son lit, dans son sommeil, où on a plein de pognon, baraque à Sifour, devant la mer, et vous savez quel prix ça coûte. Voilà, avec une bout de plage privatisée. Je veux cette ligne-là, mais ça, c'est l'ego qui parle. Et bizarrement, cette voie-là, si vous essayez d'y aller, si vous essayez de trafiquer, de craquer le code des synchronicités, pour demander, on va voir, à votre conscience de vous indiquer, de vous flécher le chemin vers cette voie-là, ça ne marche jamais. Pourquoi ? Il y a un chemin qui semble être le bon. Et là, on tombe dans la métaphysique, voire dans la spiritualité, voire dans la croyance, etc. Et donc, c'est très peu audible pour la communauté scientifique. Mais comme on est en conférence, je vous le dis, ça pose toutes ces questions-là. Et moi, en plus, c'est là où ça commence à m'intéresser, en fait. Donc, c'est abyssal, quoi. Donc, en gros, il y a ces histoires de pouvoir commuter sa ligne temporelle, pour reprendre le vocabulaire de Philippe Guillemont. Et en fait, lui a corrélé dans ses ouvrages l'idée de la physique contemporaine de l'univers bloc, de la physique du temps, avec une espèce de modélisation neuroscientifique de la conscience. Et il dit, en fait, il y a une part de notre conscience qui est surplombante, qui voit tout, qui est extérieure à la prison du temps. Et elle, quand elle voit tout d'en haut, et donc si on se connecte à cette part que lui appelle le soi,
et qu'on lui dit « Coucou, je voudrais être heureuse, envoie-moi des signes pour savoir, pour m'amener ». Moi, du coup, en séminaire, j'appelle ça mon chemin de joie, mais vous comprenez que en cours ou au milieu d'une communauté scientifique, il faut parler de lignes temporelles densifiées, parler des théories de Yakir à Aharonov sur la dédensification et la redensification. Non, c'est la mesure faible à Aharonov. C'est l'univers quantique et la mesure faible qui permet de sortir le temps déjà déployé de la gelée dans laquelle il est pour le densifier. Voilà, ça passe mieux. Voilà. Mais en vérité, dans ma vie pratique, comme on fait des stages là-dessus avec... Pourriez répéter cette phrase? Ouf, mon Dieu. Alors c'est enregistré, c'est ça notre chance, c'est que je peux rediffuser la conférence. La phrase sur la gelée? Pardon? La phrase sur la gelée? La phrase juste avant. Ouais. En gros, les mots-clés, voilà, les mots-clés, c'était devant une communauté scientifique, je parlerai plus de Yakir Aharonov, qui est un scientifique israélien, qui s'attache à la physique quantique et qui parle de mesures faibles en physique quantique, qui est cet état où on n'est plus dans l'état superposé total, mais on commence à densifier sans rendre unique la voie choisie. D'accord. Philippe Guillemant prend la thèse de Yakir Aharonov pour expliquer métaphoriquement comment un futur déjà déployé devient plus ou moins palpable dans nos vies. Voilà. Sensible? Ouais. Voilà. En gros, si vous voulez, si vous voulez, donc quand je vous raconte mes présupposés, ma mère prof de français, latin, grec en prépa, ça commence à densifier le fil, elle sera prof de lettres. Il sort des états superposés, des 1000 possibles qui s'ouvrent à moi. Ok ? Et par exemple, quand je passe un diplôme en lettres modernes, la voie de faire un petit peu différent de ce que fait le robot commence à se densifier. Donc une voie qui était en bleu clair devient violette, alors que l'autre est toujours rouge. Et puis si par-dessus, je fais une thèse sur un sujet qui est très différent de la voie robotique de maman, pas sa voix, hein, elle a une très jolie voix, donc son chemin, et ben alors lui, c'est lui qui va devenir rouge, et plus bleu. Comme vous savez, quand on vous propose 2 chemins avec le GPS, avec écrit même durée, il y en a un qui est en gris, il y en a un qui est en bleu. Et bien si vous prenez le chemin gris, au bout d'un moment, il devient bleu, parce que vous êtes dessus. Voilà, c'est un peu là, cette métaphore-là, quoi. Voilà, mais je vous fais du massacre à la tronçonneuse sur la physique quantique, hein. C'est-à-dire, je dis en 2 minutes des trucs qui pourraient faire des séminaires de 50 heures au minimum, quoi. Voilà. Donc, pour qu'on ait le temps de faire l'expérience, je vais boucler ça. Donc, je termine avec Philippe Guillemant. Donc, lui a essayé de montrer ça, d'associer la physique du temps avec en gros, ce qui se dit en neurosciences sur la conscience. Et il a écrit donc son 2e ouvrage. Le premier, c'est la physique la route du temps. Et le 2e, c'est la physique de la conscience. Et donc, c'est vraiment un titre vraiment qui rallie les deux. Et donc, son idée, c'est qu'il y a une part de la conscience qui est hors de la prison du temps et à laquelle une autre part de notre conscience pourrait s'adresser pour lui dire en substance, je suis pas heureuse, mets-moi sur le bon chemin, quoi, ce que j'appelle le chemin de joie. Voilà. Et pour m'y mettre, pour m'aider dans mes choix, envoie-moi des signes. Et ça va être des signes qu'on va appeler synchronicité. Syn chronos, donc syn, celui qui est dans sympathie, c'est le soum grec, donc c'est le avec, et chronos, c'est le temps. Et donc c'est des temporalités qui sont pas ensemble, qui se retrouvent ensemble. Et là, c'est en gros vous adressez à votre soi, donc votre part de conscience surplombante, donc qui voit le futur, en gros, hein, je schématise, et qui vous enverrait des signes dans le présent pour vous mener à ce futur. Et comme il y a le temps futur qui est amené dans le présent, c'est une synchronicité. Voilà, pourquoi le mot plutôt que signe, alors que le signe c'est coucou. Donc une synchronicité, bien sûr, c'est un coucou du futur, donc on peut dire que c'est un signe. Mais voilà pourquoi il y a cette idée de chronos, de temps, dans synchronicité. Alors du coup, c'est là qu'on retrouve l'exemple de Carl Jung, c'est que comment cette part de nous envoie des signes dans notre présent, pour qu'on les comprenne, elle nous les engramme dans notre univers symbolique, subjectif, personnel. Et c'est pour ça que pour 2 personnes qui vont voir le même phénomène, j'ai pris le pigeon mort, c'est pas très gai, mais qui voient le pigeon mort, les 2 personnes ne vont pas du tout avoir la même réaction, et il n'y en a qu'une seule qui va assimiler ça au fait d'acheter une maison ou pas. Voilà.
Et donc, les synchronicités, c'est ça qui est différent d'un signe, c'est que moins elles sont probables, plus elles ressemblent à des glitches. Les glitches, c'est des espèces de bugs dans la réalité. Plus elles sont probantes. Et c'est là où on arrive à quelque chose d'un petit peu plus scientifique, en tout cas dans la pratique, c'est qu'en fait, le réflexe, quand on a un signe, c'est de foncer tête baissée, alors qu'en fait, le réflexe synchronique, ce serait de dire « ça ne me suffit pas », donc de douter. Et en fait, si vous faites ça, moi j'en ai fait l'expérience en Pologne, j'étais perdue, et je me suis dit, comme je suis perdue, c'est le moment d'avoir des glitches de la réalité. Et c'est devenu une tyrannie, c'est-à-dire que c'est ce que Philippe Guillemant appelle des avalanches de synchronicité. C'est-à-dire que vous mettez à voir le réel qui devient une espèce de Alice au pays des merveilles qui vous parle, quoi. Il n'y a plus un nom de rue qui ne veut plus rien dire pour vous, quoi. Et vous dites, ok, bon, je vais finir par appeler un tel. Voilà. Donc, plus vous doutez, plus le réel va se mettre à vous présenter des choses invraisemblables. Un chat volant par la fenêtre. C'est un chat qui est passé d'un balcon à l'autre. Ok, trop bizarre, mais pour vous, ça va vouloir dire quelque chose. Mais le degré de probabilité que ça puisse arriver et vouloir dire quelque chose pour vous est fou. Et plus le degré de probabilité est infime, plus Philippe Guillemant dit que vous avez des chances d'avoir affaire à des synchronicités. Et là où on voit bien sa formation scientifique, c'est qu'il dit « doutez, vous n'avez rien à perdre ». Plus vous doutez, plus la part de vous à laquelle vous êtes adressé, qui essaie de vous envoyer des signes, va envoyer l'artillerie lourde, quoi. J'aime pas ces métaphores guerrières, mais va vous envoyer vraiment des avalanches, quoi. Vous allez être dans une réalité vraiment Alice au pays des merveilles, quoi. Tout va être symbolique, ça va être très étrange. Voilà, et donc ça, c'est vécu. Hein. En plus, j'ai fait pas mal de stages de synchronicité. Il arrive vraiment des trucs incroyables. Vraiment, le principe, c'est d'être à un arrêt de bus avec sa question. Genre, est-ce que je dois acheter ma maison ou pas ? Et quelqu'un, donc vous êtes en train de penser à autre chose complètement, et vous entendez quelqu'un dire « Ah, cette maison, depuis qu'elle l'a achetée, il lui arrive que des trucs affreux. » Tu te dis, bon, le degré de probabilité pour que quelqu'un derrière se mette à dire la réponse que j'attends, c'est quand même super bizarre. Là, vous dites « je doute ». Et vous montez dans le bus, et il y a quelqu'un et le chauffeur vous dit « vous rentrez à la maison ?» Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous dites « bon, ça me suffit pas ». Et là, vous vous asseyez, il y a un prospectus pour une agence immobilière avec écrit « vendu ». Ok, voilà. Et donc, au bout d'un moment, vous dites « c'est plus possible, quoi ». Bien sûr qu'il y a des biais, bien sûr que quand on voit un phénomène, on se met à le voir partout. Il y a plein de biais. C'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est des initiations aux synchronicités et pas allez, on change notre futur, go. Voilà, non, on essaie d'y voir plus clair dans notre sagacité à distinguer ce qui est un signe interprété par le mental et quelque chose qui est vraiment tellement bizarre et qui procure une telle réaction, enfin qui induit une telle réaction et une telle impulsion qu'au bout d'un moment, on se dit « ok, là, ça va être bon, on va pouvoir creuser la question ». Voilà, donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Pour conclure, donc, avant de passer à la phase d'expérience, voilà, donc il y a toute cette question de déterminisme et libre arbitre qui est au cœur de notre questionnement et de notre démarche, qui est super intéressant. Il y a des présupposés qui ne sont pas neutres, évidemment, il y a toute la question de c'est quoi un meilleur futur, pourquoi il y aurait une ligne temporelle qui correspondrait à notre bonheur et pas l'autre, qu'est-ce que c'est que cette voie du robot, etc. Il y a aussi évidemment des choses que je voudrais ajouter rapidement, c'est que bien sûr que les recherches de Philippe Guillemant vont bien plus loin que ce que je vous résume ici. Donc je vous renvoie à la publication dans Annals of Physics. Donc c'est en anglais, je ne crois pas que ce soit traduit. Peut-être que lui l'a traduit sur son site. En tout cas, l'article que je vous cite est en PDF, en accès libre. Je l'ai encore regardé tout à l'heure, donc il est gratuit en ligne. Et le titre, c'est A Discrete Classical Space-Time. Donc il y a space-time comme dans espace-temps, vous pouvez retenir ce mot-clé-là. Could, donc vous voyez toutes les précautions, on ne sait pas, ça pourrait, require 6 extra dimensions. Donc, en gros, c'est l'idée que l'espace-temps pourrait être densifié par 6, enfin, accompagné de plus de, enfin, constitué de plus de dimensions que ce qu'on croit jusque-là. Donc, évidemment, pour asseoir tout ce que je vous dis, il faut lire tout ça. Il y a quand même une assise scientifique beaucoup plus dense. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de concepts que je n'ai pas abordés, qui sont liés à notre expérience physique, humaine, mais aussi qui vont toucher à la métaphysique, et notamment les concepts de résistance du futur, la notion d'intention dans tout ça. Bon, et donc je vous ai passé en revue rapidement. Et c'est bien pour ça qu'on fait des stages sur plusieurs jours, et que malgré les plusieurs jours, on les appelle initiation aux synchronicités, et pas, voilà, on va changer nos vies, allons-y. Voilà. Donc, j'ai terminé pour cette partie-là. Et donc, on va passer à la dimension pratique.
Alors, la dimension pratique, j'ai un acolyte anonyme pour m'aider dans cette démarche. Alors, ça va jouer sur le fait que vous ayez un questionnement. Et en fait, donc, je vous rappelle 2-3 éléments clés de tout ce que je vous ai dit. En gros, vous allez, ce qu'on va essayer de faire, c'est de contacter cette part de la conscience hors du temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Interstellar. Ok, donc c'est un film de Nolan, donc complètement perché. Et à un moment, pour ceux et celles qui l'ont vu, le personnage principal est dans ce qu'on appelle le Tesseract, c'est-à-dire un cube de cube, quoi, un endroit hors du temps. Et il se retrouve en vue surplombante à voir le passé de sa fille et à pouvoir agir dessus, donc dans ce qui est le futur de sa fille. Vous voyez ? Donc il agit sur le passé de sa fille au moment où elle est adulte. Parce qu'il est dans... Et pour Philippe Guillemant, c'est la métaphore de ce qu'il exprime. D'ailleurs, Christopher Nolan a fait tout un film sur la rétrocausalité, qui est très, très différent des thèses de Philippe, mais qui sont sur les mêmes obsessions, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller voir si, en débranchant notre mental, et l'expérience est faite pour que vous ne voyez rien venir, même si c'est un peu cousu de fil blanc, mais vous allez essayer de débrancher à fond, à oublier tout ce que j'ai dit, etc. Et on va essayer de voir au bout d'un moment si vous vous retrouvez entre les mains avec quelque chose qui vous fait faire « Oh !» Voilà. Il se peut qu'il n'y en ait pas, hein, et il se peut qu'il n'y ait qu'une personne, ou il se peut qu'il y en ait 0. Je vous rappelle que le degré de scientificité de cette expérience est quasi... voilà, il n'y a pas des conditions scientifiques folles, hein, voilà. Mais souvent, mais de temps en temps, il arrive ce truc de manière extrêmement rapide et spontanée, quoi. Le tout, c'est ne changez pas de vie après cette expérience. Doutez et tentez l'avalanche synchronique plutôt que... Voilà. Et après, on va partager, vous allez nous dire si ceux et celles qui ont participé ont vécu ça. Alors,